مشاهدينا لقاء جديد بطلع عليكم فيه عبر شاشة مريم تي في. برحب فيكم جوال. نحن ببرنامج سفرة مع سفير. بيسعدني بهالفرصة استضيف سعادة سفير اليونان في لبنان السيد فرانشيسكو فاروس. كاليميرا. Calimera, bonjour. تيكانيتس. Très bien, merci. Poli Kala. Vous êtes le bienvenu. وبهالمناسبة كمان بيسعدني استضيف السيد تانوس ليوسس سعادة قنصل السفارة اليونانية اليونان في لبنان. كاليميرا. Calimera, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Tanos? Très bien, merci. Ça me fera un grand plaisir que vous soyez là avec nous aujourd'hui au studio de Mariam TV. Votre Excellence, Monsieur Francesco Varos, welcome here in Mariam TV Plateau. Et Monsieur Tanos Leosis, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, vous êtes le pilote et vous êtes le copilote, si vous nous permettez de le dire. On va effectuer un voyage pour la Grèce. La Grèce, c'est le pays des rêves, le pays de la beauté rustique et balnéaire en même temps, à pied d'égalité en vrai. Et voilà, on va commencer avec votre Excellence. On va voir la Grèce sur la carte géographique, les pays qui l'entourent, les pays limitrophes. Et voilà, on va parler du drapeau, les couleurs du drapeau et l'indépendance de la Grèce. On commence avec vous, Votre Excellence. Voilà, le lieu géographique d'abord, la position géographique. La Grèce est en Europe, bien sûr, au sud-est de l'Europe, et très près de l'Asie, de la Turquie, et près de l'Afrique du Nord, à travers ces îles et surtout la Crète. Donc c'est une position géographique qui, au cours de siècles, a promu les contacts, le commerce, mais a été à la racine des problèmes politiques parfois et des enjeux géostratégiques. Oui. Alors, et le drapeau, les couleurs vives du drapeau de la Grèce? Le blanc et le bleu. Ça représente le blanc, ça représente quoi? Et le bleu? Le blanc, c'est l'écume. On nous disait quand nous étions enfants, c'est l'écume des vagues de la mer. Et le bleu, c'est le ciel et la mer, bien sûr. Et c'est en vrai que c'est une station balnéaire avec toute la beauté et la richesse. On va aborder l'industrie touristique et les régions touristiques puis après. Alors, le patrimoine et la vraie identité de la Grèce, la beauté de ce pays et les grandes étapes remarquables de l'histoire. Et abordons-nous aussi l'indépendance de la Grèce, s'il vous plaît. Donc, sur l'histoire, on pourrait en parler pendant 2 heures, bien sûr, mais en essayant d'être aussi court que possible. Et il faut souligner qu'il y a un patrimoine diversifié selon la période préhistorique, historique, la Grèce classique, l'époque hellénistique, l'époque romaine et byzantine, qui sont très importantes aussi. Surtout la période byzantine qui a duré plus de 10 siècles. Et puis c'est la Grèce moderne qui a ressurgi en tant que pays indépendant et après la période ottomane. Et la Grèce moderne a été indépendante en 1830. En 1830, la Grèce a pris son indépendance. Oui. Et c'est pour par rapport à l'Empire ottoman de l'époque. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est la République hellénique, c'est depuis? Non, c'était un royaume jusqu'à il y a eu une république pendant 15 ans entre les 2 guerres. Et il est revenu un royaume et la Grèce est république depuis 1974. D'accord. Et comment c'était ces étapes, Votre Excellence, merci, je vous remercie. Monsieur Tanos, comment c'était ces étapes, remarquées par quoi au plus? Ces étapes ont été remarquées par beaucoup de guerres. Tout d'abord, les guerres de l'indépendance jusqu'en 1830. Et puis plusieurs autres guerres de libération de certaines parties du pays. Et surtout la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale
Jusqu'à la dictature des années 60-70 et puis l'institution de la République grecque. Donc, C'était ça en général, c'était ça l'ambiance ou l'atmosphère était comme ça? exactement. Bon, comme la plupart des pays européens, ils sont passés par des étapes, par beaucoup de guerres et beaucoup de malheurs, disons, et de transformations pour arriver à ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire À la stabilité. la stabilité, la démocratie, l'état de droit, etc. Merci, Monsieur Tanos. Votre Excellence, alors, si on veut parler en remontant à l'histoire, on dit que la Grèce fait partie du marché européen et ça fait en grande partie, ça revient à ce que l'Allemagne et la France ont voulu bien qu'elle fait partie de ce marché. Quelles sont les raisons et comment était la relation de la Grèce entre ces pays, avec ces pays? La Grèce a eu un accord d'association avec le marché commun de l'époque, ce qui est l'Union européenne aujourd'hui, depuis 1962. Et donc, il y a eu une étape importante de rapprochement entre 62 et 1974, interrompue pendant 7 ans à cause de la dictature des militaires de l'époque. Et les négociations ont repris d'une façon très dynamique après la chute de la dictature en 1974. Oui. Et à l'époque, le Premier ministre, le conservateur Konstantinos Karamanlis, avait entre autres qualités des relations très étroites avec le président de la République française. Et je dirais de la relation facile, politiquement facile, avec le chancelier allemand. Ceci a facilité les négociations pour l'adhésion de la Grèce, ainsi que la volonté de grands pays européens de l'époque de favoriser la démocratie en Grèce, le rétablissement de la démocratie, et d'élargir l'Union européenne à l'époque, le marché commun à l'époque, avec un pays qui traditionnellement est jusqu'à un certain point le berceau de la civilisation européenne et Très de la bien. démocratie, bien sûr. Alors là, revenons à la carte géographique de la Grèce. On remarque bien que c'est un pays trempé dans l'eau. Et c'est presque partout. Les stations balnéaires, on en voit assez. Et voilà, la capitale c'est Athènes. On va repasser pour voir en revue Athènes et la beauté d'Athènes. Si on va parler des groupes se retrouvant, les groupes ethniques à Athènes, combien de groupes on a, la communauté libanaise et la langue officielle et d'autres langues? La langue officielle est le grec moderne, qui est un développement linguistique très direct du grec ancien. On dit qu'il y a une différence parce que les lettres de l'alphabet de la langue grecque moderne, c'est un peu différent Non, de l'ancien. l'alphabet est la même. Et disons qu'il y a des théories sur la prononciation de quelques lettres en grec antique. De toute façon, dans le grec classique, de toute façon, une grande partie de la grammaire de la langue reste la même. Pas toute la grammaire, mais une très grande partie. Et le syntaxe n'est pas très différent. Et de milliers de mots de base sont exactement le même. Bien que d'autres mots soient tombés en désuétude, oui, ils ne sont pas... Ce qui est normal pour une langue qui dure depuis 4000 ans. Oui, très bien. Alors on dit que le pays est homogène en général et il y a plusieurs groupes ethniques. Que pouvez-vous nous raconter de ça? Des groupes, la grande majorité des citoyens grecs et des habitants de la Grèce sont des Grecs, surtout des Grecs d'une religion orthodoxe, chrétiens orthodoxes. Et il y a une minorité musulmane dans la Grèce du Nord. Et quant au groupe ethnique produit de l'immigration temporaire ou plus permanente, les dernières années, nous avons eu des Albanais
qui sont très bien assimilés, je dirais. Et puis des gens d'autres pays balkaniques, comme les Bulgares, des Roumains. Ils sont minoritaires? Ils sont, oui, ils sont des Minoritaires. groupes, oui, pas très nombreux. Les Albanais sont plus nombreux, Oui. mais les autres sont de l'ordre de 20 000, 30 000. Et il y a aussi une communauté libanaise Oui. qui était plus nombreuse pendant la guerre civile du Liban, où nous avons, époque à laquelle nous avons connu les Libanais, surtout à Athènes. Qu'en pensez-vous des Libanais, Monsieur Francesco et Monsieur Thanos? Ils étaient très bien intégrés en Grèce. Oui. Et nous nous sentons un peu chez nous ici. Vous êtes le bienvenu. Merci. Oui. C'est que la mentalité, je ne sais pas si c'est votre opinion aussi, c'est que votre la opinion. mentalité n'est pas très différente. Je dirais elle est très similaire. Et surtout que, Monsieur Thanos, vous avez un long séjour là au Liban. Comment vous trouvez la mentalité libano-grecque? Exactement. Déjà, pour nous, Grecs, en arrivant au Liban, on se sent chez nous directement. On n'a pas de problème d'adaptation. Parce qu'exactement, nous sommes le pays géographiquement, mais le plus proche, le pays de l'Europe le plus proche au Liban. Et côté historique, de culture, etc., nous sommes des pays commerçants, où on a toujours eu des contacts. Et Donc, des échanges. Et des échanges. Donc je pense de la même façon, les Libanais aussi en Grèce, ils se sentent chez eux. Et ce que j'entends et que les gens me disent tous les jours, que des fois, peut-être la Grèce, c'est leur deuxième pays. C'est bien. Et au fait, le Liban est fier de vous recevoir en tant que diplomate, représentant parmi les plus beaux pays du monde, la Grèce en vrai. Alors, si on va revenir à la langue, Votre Excellence, vous avez dit que c'est le grec moderne, c'est la langue officielle. Et que d'autres langues y a-t-il? Il y a la langue turque, oui, qui est enseignée dans les écoles primaires surtout, mais au niveau secondaire également. Et en Grèce du Nord-Est, en Thrace. Et à part ça, l'anglais et le français sont très présents. Et on sait que l'allemand aussi, on dit que l'allemand aussi. L'allemand aussi. Oui. L'espagnol monte. Très bien. Et en général, les Grecs aiment parler d'autres langues. Parce qu'on dit que la grecque a une grande ouverture sur toutes les cultures. Et au fait, on parle toutes les langues presque, surtout l'allemand, le français et l'italien. C'est vrai ça? C'est vrai. Et je trouve, à part le niveau culturel qui est un facteur très important, bien sûr, du peuple, je trouve que les Grecs, comme ils sont un peuple de commerce et de communication depuis la nuit des temps, et ils ont toujours senti l'avantage de parler plusieurs langues. Donc, ils sont polyglottes par définition. Oui. Alors là, avec cette belle introduction que vous nous avez donnée maintenant concernant la Grèce, on va voir le visa, Monsieur Thanos. On va voir comment faire pour le visa pour pouvoir franchir ce beau territoire. Exactement. Et comme on disait tout à l'heure, concernant les langues, la Grèce, c'est surtout un pays touristique. Donc, pour pouvoir accueillir tous les touristes, il faut parler surtout anglais, français, etc. Donc, mais pour ça, il faut un visa. Oui. Pour les Libanais, pour le passeport libanais, il faut un visa pour entrer dans l'espace Schengen, dont la Grèce fait partie. Pour le visa touristique, il faut tout d'abord déposer une demande auprès du bureau avec lequel vous collaborez. Nous collaborons, qui se trouve à Hamra, dans le centre Jeffinor. Donc c'est la compagnie VFS Global. Eux, ils prennent les demandes de visa, ils les envoient à l'ambassade, nous les traitons et nous envoyons les réponses. Oui. Donc c'est une procédure qui prend un peu de temps, mais pas plus que 15 jours. 15 jours. Surtout en été, heureusement, il y a beaucoup de monde qui veut voyager en Grèce, donc c'est mieux de planifier en avance pour ne pas avoir des surprises. C'est très important
de présenter des documents, des réservations qui sont correctes, que pour ne pas avoir aussi de mauvais surprises. C'est-à-dire réservation hôtel, assurance voyage Et réservation d'avion. Oui, certainement le billet d'avion, oui. Exactement. Et donc, c'est un visa Schengen, donc avec ça, les gens peuvent voyager dans d'autres pays de l'Europe. À entrée multiple ou à single entry? D'habitude, on donne entrée multiple, mais ça dépend du cas. Oui. Donc, il n'y a pas une règle générale. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a surtout un malentendu. C'est pour quel visa on va présenter une demande, si on va voyager dans 2 pays ou 3 pays. Ah. Donc, selon les lois de l'espace Schengen, c'est le pays dans lequel on va rester la plupart du temps. C'est-à-dire, si on voyage 2 jours en Grèce et après on part 10 jours en Italie, il faut présenter un visa chez les Italiens. D'accord. Non chez nous, parce que la Grèce est la première entrée. Oui. Non. Ça, c'est le cas où les jours sont les mêmes. C'est-à-dire, si on reste 3 jours en Grèce, 3 jours en Italie, donc on présente à l'ambassade du pays dans lequel on va entrer au premier. Donc ça, c'est quelque chose où il y a beaucoup de fois un malentendu. Et ça se passe bien à la fin. Notre priorité, c'est de permettre aux gens de voyager en Grèce. C'est ça. Oui. Donc, mais il faut suivre certaines règles parce que... Sinon, ça va être, on va être perdu, ça va être la foire. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Et qu'il soit clair que nous avons pas seulement la volonté, mais tout intérêt pour que les gens voyagent en Grèce. Oui. Donc, nous n'avons aucune envie et aucun intérêt de rendre la vie plus difficile aux gens. Oui. Nos efforts, encore une fois, sont vers le sens contraire, rendre la vie plus facile. Ceci dit, il y a certaines règles imposées, entre autres, surtout par le Schengen, que nous devons suivre. Oui, ces règles, nous les expliquons. Parce que vous faites partie du territoire Schengen. Oui. Et la responsabilité est grande, c'est-à-dire le visa c'est pour tous les pays Schengen, donc c'est pas juste pour la Grèce. Donc c'est notre devoir de faire attention et de... Un bon bilan. Exactement. Et si on va parler, merci M. Tanos, Votre Excellence, si on va parler des billets Athènes-Beyrouth, Beyrouth-Athènes, on trouve que c'est un prix abordable aussi. Qu'en pensez-vous? Quand on paye, c'est toujours très cher. Et quand on reçoit de l'argent, c'est toujours pas assez cher. Mais oui, je trouve qu'un aller-retour, même en été, un aller-retour Beyrouth à Athènes, par exemple, quand il ne dépasse pas 300 €, c'est un prix abordable. Oui. C'est de toute façon moins qu'on paierait de la Grèce pour aller à Paris, pour aller à Londres, pour aller à Berlin. Oui, donc, parce que aussi il y a la trajectoire qui est l'Athènes, elle est plus proche de Beyrouth que Paris, par exemple. Heureusement. Et nous avons aussi l'avantage d'avoir beaucoup de vols directs, surtout entre Athènes et Beyrouth, mais aussi vers d'autres destinations grecques. Mykonos, c'est bien connu, mais d'autres aussi. Rhodes. Il n'y a pas de vol direct? Non, pas encore. Il y a eu des vols de charter. Il y a de charter seulement, certainement, de charter. Alors, on va passer pour revoir en revue Rhodes, Crète et tous ces sites touristiques. C'est la beauté. Moi, je leur dis, c'est le paradis sur Terre, en vrai. Alors, je vous remercie pour cette belle introduction de nouveau. On va passer en petite pause et revenir à vous. Merci. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم. مشاهدينا رجعنا لكم من البريك. بذكركم نحن بلقاء من برنامج سفرة مع سفير مع سعادة سفير اليونان ببيروت السيد فرانشيسكو فيروس وسعادة القنصل اليوناني في بيروت السيد تانوس ليوسس. Alors là,
Votre Excellence, on va parler de la beauté de ce pays. On sait bien que la beauté émane d'un patrimoine touristique et d'une industrie et secteur touristique, comme on dit en anglais, skyrocketing. C'est une industrie qui est, elle est très montante et elle est très importante, et surtout pour tous les étrangers qui fréquentent ou qui visitent ce pays. Vous pouvez nous raconter un peu de cette industrie et voilà, on va repasser en revue les vidéos après. Et tout d'abord, vous permettez que je me réfère à l'importance économique pour le pays du secteur touristique qui, comme vous l'avez évoqué, c'est un secteur montant. Oui. Et les chiffres des visiteurs et leurs dépenses augmentent, je dirais, constamment, avec une petite exception, depuis 5 ans. Et oui. La Grèce tient beaucoup à sortir définitivement de sa crise économique, et le tourisme est certainement une arme importante. Et je dirais que l'année, et avec les exportations qui fort heureusement ont atteint des records cette année, l'année passée, l'année d'avant, et la Grèce a pu sortir de ce qu'on connaît comme la crise la plus importante de l'après-guerre, et à une croissance assez importante en 2017 et en 2018, une croissance de l'économie de la PIB. Alors ce n'est plus un pays, comme on dit, excusez-moi pour l'interruption, c'est un pays qui est en pleine crise, c'est pas vrai ça? Non, ce n'est pas vrai. C'est un pays qui a traversé une crise importante, et une crise qui a coûté, qui a diminué la puissance économique des habitants. 25% du PIB, du produit national brut, intérieur brut, ont été perdus, mais c'est fini. Alors c'était une perte dans le temps. Alors c'était une perte dans le temps, mais c'est déjà récupéré. Oui, on commence à récupérer. Nous avons une croissance, nous avons des records. Et là, le chômage, qui est toujours important, est tombé d'un record de 27 au 19 ce mois de juillet. Donc nous avons une nette amélioration. Nous ne sommes pas encore là où on veut, mais nous avons une nette amélioration. Et puisqu'on parle du tourisme, je voudrais insister sur le fait que le pays dispose d'un patrimoine très important quant aux vestiges d'une civilisation que nous connaissons tous, de la civilisation antique. Et donc il y a des monuments presque uniques dans le monde, comme Acropolis, que nous connaissons tous, Delphes, Mycène, de plusieurs périodes. Il y a un patrimoine byzantin très important, et pas seulement très intéressant, pas seulement pour ceux qui s'occupent de l'Église ou de la civilisation chrétienne ou de la culture orthodoxe, mais pour des gens qui simplement veulent voir des beautés uniques comme le monastère. Dans ce cadre-là, on parle du monde de Athos qui est fréquenté par la masse masculine sans que la masse féminine y soit. C'est quoi la raison? Le mont Athos, depuis des siècles, est une communauté monastique. Oui. Qui... Il y a plusieurs couvents. Il y a plusieurs couvents. Oui. Et il s'agit de couvents d'hommes seulement. Et il n'y a pas de monastère de femmes. Et on dit que la seule femme qui est présente au mont Athos, c'est la Sainte Vierge. Oui. Qui protège le mont Athos comme protège toute la Grèce. Oui, c'est vrai. Monsieur Tanos Leiosis, qu'en pensez-vous? Il faut qu'il y ait une révolution là pour que les femmes soient aussi dans ce monde, pour méditer, prier,
et faire... Il y a partout en Grèce des monastères de femmes où les femmes peuvent visiter. Donc il n'y a pas que le mont Athos. Bon, le mont Athos, c'est une région particulière. Ça va garder ce cachet masculin, que ça soit fréquenté par les hommes pour faire la C'est le choix la des prière. moines qui sont là-bas. Oui. De toute façon, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'autres monastères que les femmes peuvent visiter. Oui. Donc, Dans quelle région, par exemple? Le Météore, par exemple, le Oui. monastère de Météore, Oui. Alors, avec vous, Votre Excellence, le monastère de et Poros. Il y a il y en a vraiment, ils ont le choix. Tinos, Oui, très bien. elles ont le choix. On va voir sur l'écran les photos qui vont passer là pour mettre en relief la région touristique de la Grèce. Ça, c'est. On voit la beauté de la mer Égée et les blancs des maisons qui constituent un élément architectural de Santorini, la mer ça? Égée. C'est C'est Santorini. Santorini. C'est Oui. Santorini. Quelle beauté. Et bien sûr, là, nous avons Athènes avec l'Acropole et le Parthénon. Et la colline de Lycabète au fond. Ici, je pense que nous avons Santorini de nouveau, oui. Elle est très belle, une très belle région. I call it magic. Oui, vous C'est voyez le- Santorini. Oui. Là, à nouveau, c'est Acropolis, l'Acropole. C'est l'acropole qui remonte à combien de temps presque? À combien de siècles? L'Acropole a été, dans sa forme actuelle, a été bâtue au 5e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, à l'époque de Périclès, du grand leader d'Athènes, en pleine démocratie. C'est parfait. Et ici, on voit une falaise. Ici, on voit un naufrage, n'est-ce pas? c'est une C'est à plage très, Zakynthos. très connue à Zakynthos. C'est à Zakynthos. Comment y accéder? Dans la mer monsieur Ionienne, Thanos? ce n'est plus la mer Égée. Alors là, Monsieur Thanos, l'avons. comment on va pouvoir y arriver Par bateau. par bateau? Par bateau. Et ici, ce n'est pas la mer Égée, c'est près d'Athènes. Hein, c'est en Péloponnèse. Je pense que c'est le lac de À le lac de Yanina. Yanina. Voilà, c'est le lac de Yanina, donc en Grèce du nord, nord-ouest. Alors C'est loin d'Athènes. la Grèce, de part architecturale, elle est connue par la toiture rouge de ses maisons. Oui, pas dans la mer Égée, dans la péninsule surtout. D'accord. Dans la mer Égée, c'est le blanc. C'est tout à fait le pur blanc, comme le drapeau, Oui. la couleur de l'écume. C'est vrai, l'écume de vague. Oui. Et là, on revient à la capitale, c'est Athènes. Oui, c'est Sounion, non? Oui, Sur le cap oui. Sounion, à 60 km d'Athènes. Quelle belle architecture en vrai, et le paysage et la beauté. Ici, vous voyez le météore, si je ne me trompe pas, si, Oui. c'est le météore, sur les rochers. Il y a des monastères. De monastère au sommet des rochers. Et là, comment on fait pour y accéder? Maintenant, il y a des escaliers, il y a des rues qui montent. Et auparavant, c'était avec un filet. Un filet. Oui, Oh ça my fait God. un siècle, il communiquait par un filet. Si quelqu'un voulait monter, les moines faisaient descendre un filet. C'est pas risqué? On entrait. Comment ose-t-on le faire? Mais c'était Ça vaut le une coup, partie ça de la vaut le coup. beauté unique C'est vrai, de cette communauté monastique. c'est vrai. Et là, Mykonos, c'est durant la nuit, Mykonos, c'est durant la nuit. c'est vrai. Et Vous voyez que dans le port même, l'eau est transparente. Parce que ça, c'est le port de Mykonos. Et l'eau est assez propre. La richesse de l'eau à Athènes. Une des beautés de la Grèce, c'est l'eau. dans la Grèce, oui. De l'eau propre. Et parlons d'eau propre, ici, c'est les montagnes. C'est un lac fait par la neige fondante. Si on va parler de la montagne et le ski en tant qu'activité,
Oui. C'est déjà une activité qui est assez riche et Nous avons en pleine saison. Oui, nous avons plusieurs stations de ski dans la Grèce du Sud, dans la Grèce du Nord également, dans la Grèce centrale, partout. Oui, Et la saison de ski dure dans une belle année, quelle belle 5 piste. mois. Dans une année moins enneigée, 3 à 4 mois. Et si on va fréquenter ces pistes de ski, C'est le Parlement. Oui, excusez-moi, les pistes de ski, les billets de ski sont à prix abordable aussi ou un peu plus cher que Ça. dans le monde entier? C'est un prix abordable, surtout si on va comparer à la Suisse. Oui. Oui. C'est un c'est prix moins cher abordable. que- ou Oui. même à l'Autriche, qui est Ouais. moins cher. Exactement. Donc c'est ça, la Grèce est un pays qui, comme le Liban, qui a les plages et les îles, mais aussi la montagne. Très bien. Et donc, mais la Grèce est connue pour ses plages, mais très peu de gens connaissent aussi qu'il y a les montagnes, les stations de ski et des paysages. On comme dit, ceux on dit qu'on c'est vient une de station voir. hivernale par excellence, Exactement. comme Oui. elle est une station balnéaire aussi par Avec excellence. beaucoup de lacs, de rivières, de forêts, donc des paysages qu'on trouve surtout au centre ou au nord de l'Europe, Oui. mais on le retrouve aussi en Grèce. Donc il y a cette diversité qui vaut la peine de découvrir. Oui, C'est les beau. paysages alpiques ne manquent pas. Oui. Et aussi, je voudrais vous dire que quelques monuments d'une importance, d'une grande importance, se trouvent sur les montagnes aussi. Pas uniquement le Delphes, mais aussi l'oracle de Dodoni, dans le nord, Très bien. qui était un centre de culte très important dans l'Antiquité. Alors là, on va revoir la photo du Parlement sur l'écran. Quelle Voilà. belle façade. Comme vous voyez, il s'agit d'un immeuble néoclassique du 19e siècle. Il a été pendant un certain temps le palais du premier roi de la Grèce moderne, le roi Otto. Et ensuite, il est devenu le Parlement. Le système parlementaire en Grèce date depuis assez longtemps, de 1843 pratiquement. Oui. La démocratie est dans la tradition du peuple. Et la structure parlementaire, si on va l'aborder? Il y a 300 délégués élus par un système proportionnel, on l'appelle le système proportionnel renforcé, et à titre régional. Oui. Par exemple, il y a quelques parlementaires pour les Cyclades, pour la région athénienne, pour la Grèce du Nord, pour notre Macédoine, etc. Alors c'est la richesse. It's a mixture of everything almost. Si on va revoir les photos sur écran, des photos qui restent. Ici, nous avons le célèbre, je dirais, musée d'Acropole. Oui. Il est célèbre, pas seulement parce qu'il se trouve Il est trop moderne. très près de l'Acropole, mais aussi il y a une architecture importante, très moderne. C'est Evros. Comment on l'appelle, monsieur le consul? Ça, c'est au nord-est de la Grèce. Près des frontières turques. Oui. La rivière de Evros joint la mer. Et c'est un espace Protégé, n'est-ce pas? protégé, exactement, où il y a des milliers d'espèces d'oiseaux, il y a même des animaux libres. Elle est en totale protection par l'État. Oui. C'est important. Même des chevaux qui courent. C'est impressionnant. Et Et ici, l'église. l'église de métropolis d'Athènes. C'est à Athènes, juste C'est à à Athènes. C'est une église du 19e siècle. Ça remonte au 19e siècle. 19e, bâtie à côté d'une église très vieille, petite mais importante, byzantine. Très bien, c'est parfait. Et Ici, là? nous avons le musée d'Acropole, encore une fois, je pense. Oui. Ah, et Olympie, le berceau des Jeux olympiques.
C'est à Athènes, juste précisément à C'est Athènes. en Péloponnèse. Ok. C'est à un peu moins de 200 km au sud-ouest d'Athènes. Là, ce que je vois sur l'écran, je n'arrive pas à enlever mon regard. C'est quelque chose de très beau, fantastique. Ça me laisse rêver sous un ciel scintillant avec un très beau soleil. Et je dois économiser sur mon argent de poche pour pouvoir y aller. C'est quoi? Vous voyez quelle même région, les là? ombres des caïques, des petits Ouais. bateaux. À ce point que l'eau est vraiment propre. Ça, on le retrouve dans plusieurs régions en Grèce. Ce n'est pas une région Voilà. Spécifique. donc on ne peut pas dire laquelle c'est de cette photo. Cette clarité des eaux, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. C'est l'identité, on pourrait dire Oui. que c'est l'identité du pays. Exactement. Et la propreté, c'est quelque chose sur quoi on compte beaucoup et on travaille pour le garder. Donc Oui. la propreté de la mer. Même quelques kilomètres à l'extérieur d'Athènes, on peut se baigner et avoir la garantie d'une propreté de l'eau. Alors combien l'État est en train de veiller sur cette propreté, sur cet entretien du pays et comment faire? Chaque région, chaque municipalité fait en sorte que les plages restent propres pour accueillir des milliers de touristes et des Grecs aussi chaque année. Donc c'est un produit qu'il faut garder Aussi au intact que niveau. possible. Oui, exactement. Si je peux ajouter, pour un pays qui veut se développer dans le secteur touristique, et un des secteurs où ce pays devrait s'activer et faire attention, c'est la protection de l'environnement. Oui. Il y a d'autres choses. Il y a l'infrastructure, il y a les communications, il y a l'hôtellerie, bien sûr, mais la protection de l'environnement est très importante. Elle est de base et primordiale pour Donc, polariser toujours ce tourisme, ces touristes au pays. Alors là, il y a une vidéo qu'on va voir avec vous. C'est 360 jours ou 365, monsieur le consul? 365 jours, la 365. Grèce pendant toute l'année. Donc, Oui. la Grèce en tant que destination touristique pendant toute l'année. et On non va le seulement voir l'été. ensemble. Ouais. Alors là, à commencer, c'est une musique qui fait rêver, vraiment en vrai. La musique est très douce et ça donne un vrai cachet du pays, une beauté à la fois rustique et balnéaire. Et c'est un pays vraiment riche et sa richesse est remarquable, ça se voit. Si on va parler aussi de la plongée sous-marine, c'est une activité estivale qui est très importante. Et vraiment, la Grèce, c'est un pays qui est en toute saison en grande splendeur et beauté. La plongée sous-marine est une activité très importante pendant l'été parce que du haut relief des îles, et les rochers et les caves sous-marines, etc., qui existent en Grèce. La plongée sous-marine est très intéressante. On peut découvrir des endroits fantastiques sous-marins. Beaucoup de touristes demandent cette activité très souvent. Donc, Et on la recherche en vrai. on la recherche beaucoup. C'est oui. vrai, On la c'est recherche vrai. beaucoup. Et pour la gastronomie, on a effectué le voyage Son Excellence et maintenant on a faim, on faut manger. Oui. Nous avons déjà vu dans le vidéo des gens qui mangent et qui font la fête. Et c'est clair, et puis une partie de l'agriculture. C'est clair qu'il y a en Grèce, comme dans beaucoup de pays méditerranéens, une culture tout autour de l'olivier. Oui. Et de l'olivier en tant que carbre, de l'olivier en tant que des olives en tant que nourriture et de l'huile d'olive qu'on utilise depuis des millénaires, pas seulement comme élément essentiel de la préparation de la nourriture, mais aussi comme médicament ou comme produit de beauté. Et il y a aussi une culture du vin. Et il y a aussi une culture de fêter en groupe
pendant surtout les fêtes. Quelle époque de l'année? Voilà, de l'époque de l'année dans l'équité, aussi liées à des fêtes religieuses ou à des événements familiaux, un peu comme le Liban, beaucoup comme le Liban. C'est très beau, oui. Et donc la gastronomie est basée sur la consommation, dans un grand degré, sur la consommation de l'huile d'olive. Si on va diviser cette gastronomie, si on va commencer le matin, c'est quoi le repas, le déjeuner, excusez-moi, et si on va passer, c'est midi, c'est quoi le repas principal et dans la soirée? Il n'y a pas quelque chose de spécifique. Les Grecs, ils aiment manger bien, donc le fait de manger, de déjeuner, de dîner, ce n'est pas juste un besoin naturel, mais c'est une occasion de se rassembler et de s'amuser, comme l'ambassadeur vient de dire. Donc le repas est basé sur tout d'abord des produits frais. Les plats essentiels, les plats de base. Et les légumes frais. Oui. Et l'huile d'olive. Et bien sûr la viande, mais aussi le poisson, dans beaucoup de régions. Pâte à fromage. Oui. Les pâtes à légumes aussi. Et le repas principal de la journée était traditionnellement le repas du midi, le déjeuner. Oui. Mais ça a évolué. Et depuis, je dirais, une génération au moins, c'est le dîner qui est plus important. C'est plein de calories le dîner, c'est pas bien. C'est plein de calories parfois qu'on consomme pas assez. Mais comme les gens ne dorment pas juste après, voilà. Ils ont tendance à veiller. En raison du climat. Oui, en raison du climat. Si on veut parler du climat, en été il fait très chaud et en hiver il fait très froid. Moi je dirais que par rapport au Liban, en été il fait un peu, côté température, un peu plus chaud. Oui. Mais plus sec aussi. Plus sec. Et je me réfère surtout au climat du Liban, de la côte du Liban, pas de montagne. Et en hiver, la température est un peu plus basse. Et les précipitations en hiver, surtout à Athènes, sont très élevées. On entend dire ça. C'est un climat modéré, c'est-à-dire on a les 4 saisons de l'année. On n'a pas beaucoup de phénomènes extrêmes, mais des fois ça arrive aussi qu'il neige à Athènes, c'est rare, mais ça arrive. C'est une fête quand il neige à Athènes. C'est une fête quand il neige. Amazing. L'été, il est chaud, mais pas trop chaud. Et comme il n'y a pas d'humidité, on souffre pas beaucoup. Donc il y a baisse d'humidité? En général, il n'y a pas beaucoup d'humidité, surtout quand on parle de la région d'Athènes. Bien sûr, c'est différent si on parle des îles, il y a un peu plus d'humidité, mais en général, en Grèce, il n'y a pas beaucoup. Donc, ce qui fait que l'été n'est pas trop chaud, même si les températures arrivent à 40 degrés Celsius ou plus, on le sent. C'est tolérable. C'est tolérable, c'est tolérable avec toutes ces activités. Exactement. Donc c'est un climat qui permet, comme j'ai dit modéré, qui permet la culture de beaucoup de produits, de fruits et de légumes, comme je dis. Et surtout, si on va parler de la richesse bovine qui est dans le pays, ça peut aider, même le climat, ça peut aider à cette évolution. Il y a une production de viande importante aussi, à part les fruits et légumes que nous avons évoqués, et les oliviers bien sûr, et les vignes. Dû au fait qu'il y a beaucoup d'herbes. Oui. Et il y a des régions de montagne qui sont couvertes d'herbes où vu l'altitude, l'herbe reste pendant toute l'année. Donc nous avons une production importante de viande et des produits laitiers aussi. Et cette production, est-ce qu'elle est en importation continuelle durant l'année? En exportation, excusez-moi. Nous n'exportons pas beaucoup de viande, par contre nous exportons beaucoup de produits laitiers. Notre yaourt et notre fromage blanc devient de plus en plus connu. Surtout vers quel pays? Les produits laitiers.
Bon, en Union européenne, sûrement, aux États-Unis, et nous commençons au Liban aussi. Déjà au Liban. Oui. C'est vrai, il y a le fromage, La feta. Voilà. la feta, Feta qui est très connu. qui est très connu et le- recherché presque partout. Et le yaourt grec qui est aussi, Le yaourt grec. qui est aussi très connu dans le monde. Donc, Ça fait le main pillar de la gastronomie. Oui, et comme les Libanais savent très bien manger, nous sommes convaincus Ils ont un goût raffiné, c'est vrai. Ils ont un goût raffiné. C'est vrai. Oui, si j'ose le dire, c'est un fait. Et nous pensons que des produits d'une telle qualité pourraient être plus répandus dans C'est le parfait. Alors, Votre Excellence, qu'on a évoqué tous ces sujets intéressants et importants de la Grèce, concernant la Grèce. Après le break, après la pause, on va voir la Grèce en partie historique. On va faire connaissance de la capitale, la beauté d'Athènes. Et on va évoquer le sujet des droits de la femme. Et vous allez nous raconter un peu aussi de l'histoire de la femme au sein de ces familles grecques. Merci. Oui. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من البريك من برنامج سفرة مع سفير. بيسعدني بهالمناسبة رحب بضيفنا المميز سعادة سفير اليونان بلبنان السيد فرانشيسكو فاروس وسعادة القنصل في Lubnan, consul اليونان السيد تانوس ليوسس. Merci de votre temps aujourd'hui d'être avec nous en vrai au plateau de Mariam TV. Merci de vos efforts déployés pour mettre vraiment la beauté du pays en relief. Un pays que nous, les Libanais, vraiment, nous aimons et c'est notre majeure destination touristique, en vrai. Merci de nous avoir invités, de nous donner l'occasion de présenter une partie de beauté de notre pays. Merci. Alors là, on va passer pour voir un small documentary, un documentaire spécial, surtout concernant les monuments cachés, la beauté cachée de la Grèce. L'excellence, c'est vraiment un secret en beauté cachée, vraiment. Que pouvez-vous nous dire? Dans ces vidéos courtes, je pense que nous avons vu des monuments qui sont moins connus aux visiteurs et ils sont moins connus pour quelques Grecs aussi. Y compris, nous avons vu tout d'abord le tombeau, le premier c'était Mycène. Oui. C'était le tombeau d'Agamemnon, le chef des Grecs à la guerre de Troie, déjà. Et nous avons vu le tombeau de Philippe, si je ne me trompe pas, juste après, de Philippe, le roi de Macédonien, le père d'Alexandre le Grand. Et je voudrais aussi souligner que les forteresses que nous avons vues sont des forteresses de Vénitiens. Qui remontent à de grandes époques. Qui montent à la grande époque. C'est qu'une partie de la Grèce a été contrôlée, je ne dirais pas conquis, par les Vénitiens qui sont restés de l'époque des croisades jusqu'à 1700. Les derniers Vénitiens sont partis des Cyclades, les derniers francs, comme on le dit, en 1700. Et donc il y a une partie importante du patrimoine grec post-byzantine, qui n'est pas ottomane, mais qui a remarqué l'histoire voilà. du pays. Du pays. Et maintenant, on va voir le tourisme en vidéo. C'est tout à fait vrai. Greek tourism, an eternal journey and its paradise on earth. C'est tout à fait vrai. Mais ce qui m'a marqué vraiment dans cette belle vidéo de tourisme, ce sont les rochers de Milos, qui ressemblent à la rocher de Raouché à Beyrouth, au Liban. Tout à fait, encore une ressemblance. C'est ça. Ils sont des frères, on dirait ça.
Les frères, oui, les frères Rocher, Les frères Rocher. comme les frères Peuple. C'est vrai. On a entendu dire que le visiteur dans l'époque ancienne, l'époque grecque ancienne, était un visiteur, les étrangers qui visitaient le pays étaient des visiteurs sacrés. Que Oui, pouvez-vous nous dire? Les Grecs anciens considéraient les visiteurs, les étrangers, les voyageurs, et comme protégés par Zeus. Zeus était le Père de Dieu et le chef de tout. Oui. Et, nous avons vu brièvement, une partie élue, une partie de l'Odyssée, un vers, où Ulysse dit que Dieu nous visite déguisé en invité, en étranger. Comme c'est beau, comme c'est beau, c'est vraiment touchant. Et alors, Cette tradition, une partie de cette tradition est toujours présente, oui. surtout dans certaines montagnes, on dirait. Pardon? On dirait dans les montagnes. Dans les montagnes et dans les îles, oui, et aussi dans les des îles. petits villages de la Grèce. Alors là, maintenant, si on effectue le voyage pour la Grèce, on va représenter le grand Dieu. Bien sûr. Pour quelques-uns, dans les montagnes lointaines au moins et dans quelques îles. Votre Excellence, si on va parler du secteur de tourisme dans les jours qui viennent, les années prochaines, c'est toujours un secteur prometteur. Qu'en dites-vous? Oui. Pourquoi? Nous savons par l'Organisation internationale du tourisme, et selon ses analyses, que la tendance à l'échelle internationale est à la hausse. Oui. Et comme la Grèce, va rester pour plusieurs raisons une des destinations touristiques importantes, elle a la possibilité, elle a la capacité d'avoir davantage de touristes encore. Bien sûr, cela dépendra de quelques facteurs qui dépendent de l'activité grecque même. L'organisation du pays, les infrastructures, l'infrastructure hôtelière aussi, et un peu la publicité aussi. Mais en général, nous pouvons être, à mon avis, très optimistes à moyen et à long terme. Très bien. Toute la chance et tout le bonheur et le succès vraiment pour cette vie et ce secteur touristique. Maintenant, la femme. On va aborder le sujet de la femme, les droits de la femme active au Parlement, la femme active dans la société, au sein de la société grecque. Qu'en pensez-vous et que pouvez-vous nous en dire? Tout d'abord, actuellement, il y a, selon la loi, une égalité pleine. Les droits de la femme sont les mêmes que les droits de l'homme. Oui. Et c'est une partie de la structure des lois aussi de l'Union européenne. Donc actuellement, au point de vue des lois, des statuts légaux, il y a une égalité sans faille. Mais puisque les lois ne suffisent pas pour expliquer une société ou pour former une société, j'ajouterais que depuis des millénaires, le rôle de la femme dans la nation grecque a été important. Certes, il est important partout, mais assez particulier. Les Grecs ont été un peuple de commerçants, un peuple de navigateurs, d'explorateurs. Oui. Donc, pour des raisons apparentes, quand l'époux, le père, le mari n'était pas à la maison, c'était la mère, c'était la femme qui prenait la relève. Et dans, cette tradition n'est pas morte et n'était pas une tradition dans la Grèce antique uniquement. Pendant l'époque byzantine, pendant l'époque ottomane, pendant l'époque moderne, les Grecs ont continué à avoir une organisation sociale
où la femme était responsable pour l'économie de la maison, pour les dépenses de la maison, bien sûr pour les enfants, et qui prenait une part active à la vie économique, pas seulement dans la maison, pas seulement dans l'agriculture, mais aussi dans le commerce, mais dans la vie sociale et dans la vie intellectuelle. Et ces caractéristiques que les Grecs anciens déjà avaient une partie des 12 dieux étaient des femmes et qui jouaient un rôle très important dans la vie des dieux, comme imaginé dans la Les mythologie. déesses. Les déesses. Oui. Mais aussi les déesses gagnaient des parties contre le dieu. C'est le cas de la guerre de Troie, où Athènes, Athina, était en faveur des Grecs. Et Apollo était contre les Grecs. Pour la Troie, c'était Athina qui a gagné. Il y a monsieur Thanos maintenant, il a un grand sourire qui se dessine sur le visage. Là, il y a quelque chose à ajouter. Oui. Non, c'est juste que je pense que, comme par exemple cet exemple des Vous êtes convaincu que la femme soit grecs, forte? Exactement, c'est la mythologie grecque. Donc Oui. la mythologie grecque, c'est quoi? C'est la culture, c'est la société, c'est le quotidien des anciens Grecs. Donc cette position de la femme a continué à exister le long des années, comme l'ambassadeur a dit, du fait que les Grecs étaient des marins, donc ils étaient absents souvent. Donc la femme a toujours eu un rôle très important dans la société. Oui. Et elle a vraiment remarqué l'histoire du pays, en Bien vrai. sûr, exactement. Donc même aujourd'hui, bon, on n'a pas ces conditions-là, mais la femme a un rôle Elle occupe un bon poste égal. dans l'État. On a beaucoup de femmes députées, ministres, présidents de la République. En présence parlementaire, quel est le pourcentage presque? Je n'ai pas de chiffres, mais il y a un pourcentage important. Il est important. Très bien. Et Même dans les guerres, il faut le dire, ce n'est pas un sujet qu'on aborde facilement, mais même dans les guerres, les femmes ont joué un rôle important en Grèce moderne aussi. quel courage. Dans la guerre, oui, mais en tant que chef aussi, pas en tant que simple combattant. En tant que combattant, chef principal, senior. Oui, non, nous avons des amirals, par exemple. Waouh. Quelle femme, on dit que la femme grecque, sa voix est aiguë et elle ne cesse de crier dans la maison. C'est ce qu'on entend dire, c'est vrai? On ne peut pas parler en général, ça dépend. Pas commentaire. C'est un peu dire ça. Oui, mais vraiment. Vous savez, les peuples de la Méditerranée, c'est des peuples qui parlent d'habitude, qui font du bruit. C'est vrai, c'est vrai. Mais les hommes font du bruit aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais quel courage pour vraiment la femme grecque, quel courage elle a, quelle très belle personnalité, ça c'est déjà connu et fameux. Et vraiment, elle prend la relève partout. Et dans sa famille, et dans le service public, ou dans n'importe quel poste qu'elle est en train d'occuper, c'est vrai. Exactement. Nous avons, à part les politiciens, etc., les femmes se trouvent partout. Et aujourd'hui, c'est très rare de trouver une femme qui ne travaille pas, ou qui n'a pas fait d'études à l'université, qui n'a pas une carrière. Donc, ces dernières années, disons après les années 90, la femme a entrepris un rôle différent. Maintenant, elle fait une carrière, elle ne reste plus à la maison pour élever les enfants seulement. Pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de développement personnel. De développement personnel, l'émancipation, etc., etc. Et dans les positions qui sont considérées en général haut placées, elle est épanouie, hautement épanouie. Oui. Par exemple, dans le secteur diplomatique, nous avons des dizaines de femmes ambassadeurs. Wow. C'est fantastique. Nous ne sommes pas le seul, mais c'est une indication
Déjà un très beau indice qui démontre à quel point la femme est active et épanouie et elle veut vraiment atterrir ou atteindre de très importants postes. Alors que de chance pour la femme grecque, que de chance et que de santé et que de bonheur, vraiment. On va passer à Athènes, la capitale, qui est le main umbrella du pays. On va voir ça en vidéo et puis un petit commentaire. Alors, Votre Excellence, Athènes, c'est dans votre cœur et c'est le cœur du pays. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que à Athènes, dans le cœur du pays, le cœur économique et dans une grande partie le cœur culturel aussi. Oui. C'est une ville très riche en monuments et quelques des plus importants monuments de l'humanité se trouvent là. Et c'est une ville aussi où on peut passer son temps d'une façon agréable pendant 12 mois de l'année. Et c'est une des raisons pourquoi Athènes a des visiteurs tout autour de l'année. Oui. Et c'est une des rares régions de la Grèce où déjà nous avons ce cercle de 12 mois. Et côté économique, il a été la partie également la plus importante du pays pendant 2 siècles, les 2 siècles de la Grèce indépendante, de la Grèce moderne. Et ce rôle économique est fort heureusement moins important maintenant dans le sens qu'il y a d'autres régions du pays tout aussi importantes du point de vue économique. Tel que Thessaloniki, le nord du pays, et une partie de Péloponnèse côté touristique. Corinthos. Corinthos aussi, Volos, et j'en passe. Et donc, côté économique, heureusement, nous n'avons pas affaire à un pays, la Grèce, hydrocéphale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'activité économique dans la capitale. Et ceci dit, encore une fois, elle est très importante, c'est la plus grande ville du pays. Et c'est un endroit où plusieurs cultures, à part la culture purement grecque, sont entrecroisées. À part les visiteurs, nous avons des émigrants, nous avons même quelques réfugiés. Et c'est un endroit vraiment qu'il faut visiter, pas seulement pour comprendre la Grèce, mais pas seulement pour voir les monuments, mais aussi pour comprendre un peu les Balkans et la Méditerranée. C'est un cœur ouvert et des bras ouverts pour tout le monde. Oui. Pour la masse démographique de toutes les couleurs et de tous les pays. Exactement. La région d'Athènes compte presque 5 millions d'habitants. Donc c'est plus ou moins la moitié de la population de la Grèce. Donc c'est une région assez vaste. Si on peut mettre, à part le centre purement le centre d'Athènes qui est beaucoup plus petit. Donc la région de Attiki qui s'appelle en fait, ça commence du port du Pirée, ça va jusqu'au nord, à la montagne, de tout. Donc Athènes, à part comme on a dit, les monuments, c'est une ville très vive où on peut et surtout grâce à ces moyens de transport. Toutes les cuisines et les moyens de transport. On a le métro qui a été construit récemment. Donc, qui est vraiment remarquable. Tout d'abord, il est propre. Ça, c'est très important, un facteur très important. Et on est en train de l'élargir, oui, tous les jours. Et après, à part ça, on a les bus, le tram, le trolley, il y a beaucoup de moyens. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à Athènes, et surtout au centre d'Athènes, et dans d'autres régions aussi d'Athènes, on peut marcher très facilement. Donc, on utilise beaucoup ce moyen. Et si on va parler de l'activité de shopping, le marché en tant que tel, le shopping à Athènes? Le shopping à Athènes, il est très bon, les prix sont très bons et on peut en trouver tout ce qu'on veut. Toutes les grandes marques à bon prix. Tout ce qu'on peut trouver dans les grandes capitales européennes.
Oui. Donc, Et à des prix abordables aussi. À des prix abordables. C'est ça Parce l'important, que, en oui, fait. comme nous sommes en Union européenne, et il n'y a pas de surtaxe, il n'y a pas de taxe d'importation. Très bien. Et aussi pour les non-citoyens, il faut le dire, pour les non-citoyens de l'Union européenne, il y a la possibilité de détaxation de l'enlèvement. Raison de plus que raison de le plus, pouvoir alors, d'achat est très important, est très élevé, ce qui est important. Si on va parler des universités et des écoles, comment dit-on et que dit-on de l'éducation à Athènes et dans la Grèce en général? Oui. on a les écoles publiques et les Oui. universités publiques, et on a aussi des écoles privées. Donc, la plupart des gens, ils vont dans des écoles publiques où on enseigne en grec, mais on a aussi de l'anglais ou le français en tant que deuxième langue. C'est optionnel. C'est pas optionnel, c'est que certaines écoles publiques ont l'anglais en tant que deuxième langue, d'autres écoles ont le français en tant que deuxième langue. D'ailleurs, on fait partie on est membre de la francophonie, la Grèce, même si le français n'est pas aussi Répandu. que le Liban, mais quand même. Maintenant, concernant les écoles, les Grecs, la plupart des Grecs, ils arrivent, ils font des éducations universitaires, des études universitaires, pardon. Et surtout si on va parler des domaines de spécialisation, sans oublier ce domaine de secteur. spécialisation, d'études, on Oui. va dire. On ne peut pas dire qu'il y a un certain domaine de spécialisation. Ils suivent. On ne va pas vers la médecine. Oui, si je peux ajouter quelque chose, il y a une tradition forte dans la loi. Oui. Et il y a aussi, parmi autres choses, et entre autres choses, il y a le côté médecine que vous venez d'évoquer, et aussi les ingénieurs. L'architecture, n'est-ce pas? L'ingénieur. Oui, Le pas génie. seulement. Oui, Oui. l'architecture, le génie, le mécanicien. Et il y a plusieurs universités en Grèce, publiques, je me réfère aux universités publiques. Public pour les résidents et les non-résidents? Pour les résidents et les non-résidents. C'est-à-dire si un étranger veut fréquenter une université, il peut le faire gratuitement Il ne s'il va n'a pas pas le payer. passeport? Il ne va pas payer. Il peut toujours appliquer. Il y a même une possibilité d'avoir une bourse. Mais bien sûr, les bourses sont limitées. Oui. Ça dépend du niveau des études. Si on parle de quel niveau, si c'est postgraduate, undergraduate, etc. D'accord. Et si... L'université la plus ancienne, c'est bien sûr celle d'Athènes, D'accord. qui date depuis les années 1830. Et elle a repris la rénovation, travaux de rénovation, pas depuis très longtemps. L'université d'Athènes. L'université d'Athènes n'est plus dans les bâtiments où c'était son siège il y a un siècle ou 50 ans. Ils ont de nouveaux immeubles. Il y a eu une mutation d'immeubles, Oui. c'est ce qu'on a entendu dire. Oui, Oui. à Thessalonique également. Oui. Alors si on va mettre le pays sur une carte mondiale, comment vous trouvez le rang de ce pays, globalement parlant? Je veux parler économiquement parlant, et côté touristique, côté éducation, côté gastronomie, sur l'échelle mondiale. À une position. Oui. C'est très difficile de le dire. C'est qu'on peut dire sans... Émotion mise à part, sentiment mis à part. Sans fléchir, c'est que ça vaut la peine de s'occuper de plusieurs aspects. Oui, la gastronomie, le tourisme, oui. Et disons que comme un pays où on peut visiter, au moins essayant d'oublier que je suis grec, je la citerai parmi les 5 ou 10 pays qu'il faut visiter dans le monde. Oui. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après avoir vu
tous ces documentaires et toutes ces régions splendides, fantastiques, touristiques, on dirait que ça vaut le coup vraiment. Côté monument, côté nature, nous avons oublié de dire que ça pourrait être un paradis pour les randonneurs aussi, parce qu'il y a On fait des randonnées. Pour ceux qui font des randonnées, oui. Les montagnes, les monastères entre eux, etc. D'ailleurs, à Athos, on se déplace surtout en marchant. À pied. À pied. Quelle beauté, quel pays. Si nous on dirait que c'est le meilleur pays du monde, ça sera complètement... je veux dire, ça compte pas parce que nous sommes grecs. C'est aux touristes de le dire. Mais il faut demander aux gens, aux étrangers qui ont visité la Grèce, aux touristes, à tous ces touristes. Donc leur opinion, c'est ça qui compte le plus. Alors c'est ça votre message à notre audience, Monsieur Tanos Leiosis, consul de la Grèce au Liban. Ceux qui visitent la Grèce et qui ont envie de le refaire, de le répéter. C'est ça qui est le plus important. Alors vous deviez leur accorder le visa. Avec plaisir. Merci de votre présence avec nous. Merci à vous. Et votre Excellence, Monsieur Francesco, que pensez-vous du Liban? Votre séjour qui n'a pas beaucoup duré et vous êtes récent là au Liban. Qu'en dites-vous du peuple, du pays, du climat? En effet, je suis assez récent au Liban et je suis très content d'être là. Et je dirais que c'est un pays unique. C'est un pays unique que ça vaut la peine de visiter et vaut la peine de comprendre. Et il y a quelques ressemblances, comme on disait tout à l'heure, entre Libanais et Grecs, des ressemblances importantes. Et il y a des ressemblances côté paysage. Nous avons des montagnes comme le Liban, et un littoral important. Mais ceci dit, le peuple libanais, la culture libanaise et la position géographique unique du Liban constitue pour un étranger, pour un diplomate, un défi important qui constitue aussi une étape de la carrière qui nous familiarise pas uniquement avec la région qui est politiquement très importante, mais aussi avec un peuple qui est unique. Merci beaucoup et que de chance et de bonheur dans votre mission diplomatique, Votre Excellence, Monsieur Francesco. Et Monsieur Tanos, ça fait déjà 4 ans au Liban, presque. Oui, exactement. Ça fait 4 ans déjà. Qu'est-ce qui vous a marqué au plus au Liban? Le Liban est devenu ma maison et mon deuxième pays, mon pays pendant ces 4 ans. Ce qui m'a marqué, c'est l'accueil des Libanais. Est-il chaleureux? Oui, l'accueil chaleureux des Libanais, c'est ça qui est le plus important. C'est les gens. À la fin, ce n'est pas les endroits, ce n'est pas les paysages, c'est les gens eux-mêmes qui font la différence. Et les Libanais ont fait la différence pendant ces années, et je les remercie. Merci à vous. Merci à vous, Votre Excellence, Monsieur Francesco. Merci de votre présence ici au plateau de Mariam TV. Et Monsieur Tanos, nous vous remercions aussi. Vous avez mis en relief la Grèce, la beauté de ce pays. Et voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités encore une fois. Merci beaucoup. Et nous donner l'occasion d'être ici. Merci. مشاهدينا نحن وياكم لليوم لقائنا من برنامج سفرة مع سفير خلص. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستمعتوا وأصغيتوا لمعلومات مهمة لجهة بلد اليونان. نحن وياكم بنرجع لبرنامج سفرة مع سفير آخر والله معكم.